Dans ce module, nous allons nous intéresser à la consommation électrique et la performance énergétique des systèmes embarqués, et en particulier comment l'optimiser. Alors, introduisons d'abord quelques notions importantes. On pourrait déjà se demander pourquoi est-ce qu'on va optimiser la consommation. Ben, l'élément le plus simple, le plus évident, c'est de se dire que souvent les systèmes embarqués sont utilisés dans des environnements autonomes ou semi-autonomes d'un point de vue énergétique, qui fonctionnent donc souvent sur batterie. Et si on veut maximiser l'autonomie, il faut diminuer la consommation. Même si ce n'est pas des batteries, ça peut être par exemple un panneau solaire qui a une capacité de production d'énergie limitée, ou est-ce qu'encore une fois, l'énergie consommée va être importante. Et même dans le cas, par exemple, d'une auto, où est-ce qu'on peut se dire, ben là, attends un peu, l'alternateur et la batterie, c'est amplement suffisant pour mon petit système embarqué qui consomme 5 watts? Oui et non. Si on pense, par exemple, si vous créez un système d'alarme qui ne consomme pas beaucoup de courant, mais que si on laisse l'auto, par exemple, 4, 5 jours, une semaine, particulièrement l'hiver où est-ce que la batterie est moins efficace, et que cette petite consommation faible mais continue finit par vider la batterie, probablement que vous n'aurez pas beaucoup de clients. Vous allez me dire que vous avez dans ce cas-là conçu le meilleur système d'alarme possible parce que clairement personne ne peut partir avec l'auto, ni le voleur ni son propriétaire, mais il reste que c'est pas quelque chose de souhaitable, même si on pourrait penser qu'une automobile, on s'entend que le moteur est amplement capable de fournir la puissance nécessaire pour alimenter n'importe quel système embarqué. Oui, mais il faut considérer la capacité énergétique globale, même lorsqu'à l'arrêt. Même si on met ça de côté, plus de consommation, ça implique forcément aussi plus de chaleur. Un processeur, électriquement, ben, c'est grosso modo une grosse résistance avec quelques condensateurs autour, mais globalement, un processeur transforme de l'électricité en chaleur. Nous, on sait qu'il fait un traitement en dessous, mais pour un électricien, c'est juste une grosse résistance. Cette chaleur-là, il faut la dissiper, il faut l'envoyer ailleurs, et cette capacité de dissipation est souvent limitée dans les systèmes embarqués. Souvent des systèmes qui sont petits, donc peu de possibilités de mettre des pièces mobiles comme des ventilateurs pour faciliter le flux d'air, avec un poids qui est limité, donc pas vraiment de possibilité de mettre des gros dissipateurs, par exemple en cuivre, des choses comme ça. Et aussi avec le fait qu'il est souvent un peu coincé entre plein d'autres composants qui eux-mêmes émettent de la chaleur, et donc qui limitent la quantité finalement de joules en termes de chaleur qui peuvent être sortis du système en un temps donné. Et donc, ça peut être un problème. Si votre processeur devient trop chaud, il va être obligé de réduire sa fréquence, ce qui là va vous donner des problèmes pour atteindre les performances requises. Mais un troisième truc un peu plus insidieux auquel souvent on ne pense pas, c'est qu'il y a même un avantage à optimiser la consommation en termes de fiabilité. Pourquoi? Ben, c'est parce que les pièces informatiques, donc les processeurs et ainsi de suite, je ne sais pas si vous le savez, mais elles usent. On sait qu'il n'y a pas de pièce mobile, ça peut paraître un peu surprenant, c'est pas comme un engrenage qu'on peut voir user, mais oui, un processeur use. Et il y a plusieurs facteurs par lesquels cette usure-là se produit, mais le principal, c'est l'électromigration. Je ne vais pas aller dans le détail là-dessus, c'est la physique des composants électroniques. Vous pouvez faire des recherches si vous êtes intéressé. Mais ce qui est très intéressant avec l'électromigration, c'est qu'elle est très dépendante de la température. Donc, ceci, par exemple, est une étude qui a été faite par Texas Instruments sur le calcul de vie utile des processeurs embarqués. Et ce qu'il dit, c'est, supposons qu'on prend un processeur qu'on laisse qui fonctionne à 105 degrés Celsius, donc très chaud, et qu'on normalise sa vie utile à 1. Donc, on va simplement normaliser. Mais si au lieu d'être à 105 degrés, on avait pu être à 50, par exemple, on aurait pu avoir une vie utile à peu près 39 fois supérieure. Et même si on prend des exemples moins extrêmes, par exemple, on dit, ben, j'ai un processeur à 75 degrés, c'est parfaitement dans les plages de température autorisées dans le datasheet, ben, si au lieu de 75, je réussissais à amener sa température de fonctionnement à 45, ben, j'ai un processeur qui aurait une vie utile quasiment 10 fois plus longue. Et comme souvent les systèmes embarqués ont une fiabilité qui est importante, à savoir on veut un système qu'on installe et qui reste, qu'on n'a pas besoin de s'y intéresser, qui est souvent difficile d'accès, bien, cette fiabilité-là est importante. Et donc même si on dit ça ne me dérange pas de consommer plus d'énergie parce que je suis branché dans le 120, plus de chaleur, c'est pas grave, 75-80 degrés, c'est encore admissible. Si vous voulez optimiser la fiabilité de votre système en moyenne, à long terme, vous devriez considérer l'optimisation de la consommation. Et donc, définissons d'abord quelques éléments importants là-dessus. Premièrement, la puissance, qui est la quantité d'énergie requise par unité de temps, finalement. C'est ce qu'il faut fournir à notre puce pour qu'elle fonctionne. En général, c'est mesuré en watts, et ça, c'est souvent limité par le circuit d'alimentation ou certaines chemises de batterie. Par exemple, vous avez un bloc d'alimentation qui peut fournir jusqu'à 5 watts. Ben, vous ne pouvez pas demander 7 watts. Certaines batteries vont faire en sorte qu'à cause de la résistance interne, vous ne pouvez pas aller au-delà d'un certain nombre de watts. Si vous allez au-dessus, la tension va simplement diminuer et votre système embarqué ne fonctionnera pas.
Donc, en général, ce que je dis sur la puissance, c'est que c'est rare que c'est vraiment optimisé, c'est plus une contrainte. Vous avez 10 watts d'enveloppe énergétique à utiliser, vous ne pouvez pas aller au-dessus de ça, c'est une contrainte, votre système ne doit jamais dépasser cette valeur-là. Donc ça, c'est moins une métrique à optimiser. En général, c'est plus de choisir nos composants pour être sûr qu'ils sont valides. Par contre, l'énergie, qui est la quantité d'énergie consommée par le système pour effectuer une tâche donnée, c'est l'intégrale de la puissance sur le temps. Donc, c'est de dire, j'utilise 1 watt pendant 1 heure, ben, je vais avoir utilisé 1 wattheure. Certains ici pourraient me dire que c'est normalement l'énergie de la bonne unité ici, c'est l'unité des joules, mais souvent on l'exprime en wattheure parce qu'encore une fois, c'est beaucoup plus simple de l'exprimer comme ça, tout simplement parce que, ben, on peut dire, un périphérique qui consomme 200 milliwatts pendant 2 heures, ben, utilise 400 milliwattheures au total. C'est pas que les joules sont mauvaises à utiliser, mais souvent vous allez voir des wattheures ou des milliwattheures. Même dans le cas de systèmes qui ont des batteries, vous allez voir même des ampères-heures, qui n'est techniquement pas une unité d'énergie, mais puisque l'électronique fonctionne en général à voltage fixe, et que les ampères-heures sont très spécifiques à une batterie, on va souvent utiliser ça. C'est-à-dire que si j'ai par exemple une batterie qui me fournit 5 volts et qui a, par exemple, une capacité de 10 ampères-heure, ben, c'est-à-dire que je peux sortir 10 ampères pendant 1 heure, ou 5 ampères pendant 2 heures, ou 1 ampère pendant 10 heures, et ainsi de suite. Donc, même si l'ampère-heure, techniquement, n'est pas une mesure d'énergie, on peut souvent le voir parce que le facteur multiplicatif du voltage est implicite. Et comme je l'ai dit, l'énergie, c'est l'intégrale sur le temps de la puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que si on veut calculer l'énergie consommée par un système, il faut prendre la puissance et carrément l'additionner sur toutes les périodes où elle est mesurée. Donc, ici, je donne un exemple qui va être un peu... une introduction à ce qui va suivre. On a deux systèmes. Un système qui consomme plus lorsqu'il fait vraiment quelque chose, 18 watts versus 10 watts, mais qui consomme moins, voire pas du tout, lorsqu'il n'a rien à faire. Et ce qu'on peut voir, c'est que même si oui, la consommation en puissance est supérieure pour ce système-là, ben, l'énergie totale utilisée au bout de ces 10 heures-là va être inférieure pour le deuxième système que pour le premier, parce qu'il est beaucoup plus efficace pour se mettre en veille. On va y revenir, mais on va voir qu'en général, oui, on veut consommer le moins possible lorsqu'on fait quelque chose, mais c'est encore mieux lorsqu'on est capable de ne pas faire quelque chose. Et donc, comment est-ce qu'on optimise ça? Ben, il y a plusieurs domaines d'optimisation. Dans les systèmes embarqués, il faut à la fois tenir compte de considérations matérielles et logicielles. Ça va être indissociable parce que justement, c'est très lié au processeur qu'on utilise, à ce qu'on fait. Donc, on va avoir des domaines d'optimisation qui vont depuis l'électrique, littéralement le choix des composants, jusqu'à l'applicatif, comment est-ce qu'on peut coder notre application pour qu'elle soit plus efficace. Souvent, ces optimisations-là sont du sur-mesure, à savoir que c'est difficile de trouver des conseils qui vont s'appliquer littéralement à tous les systèmes embarqués, et c'est très important de bien connaître le matériel utilisé. Lire la datasheet, être certain qu'on utilise les choses au mieux, et non pas simplement avoir une règle du pouce et supposer que ça va marcher. Dans le cadre de ce cours-ci, on va surtout se concentrer sur les aspects logiciels. Pourquoi? Ben parce que c'est plus un cours de GIF. C'est pas que c'est pas intéressant les aspects électriques et de design, on va même en parler un petit peu, mais ce qui nous intéresse vraiment, c'est de l'opération jusqu'aux aspects logiciels, parce que c'est là qu'il y a le plus de gains à faire, à moins que vous ne conceviez vous-même votre système embarqué au niveau matériel avec votre propre PCB, votre propre circuit d'alimentation. Vous n'aurez souvent pas le choix en termes électriques et design de qu'est-ce que vous faites avec ça. Et l'idée dans cette présentation-là, c'est que j'essaie de vous fournir le plus possible des considérations pertinentes en général. Comme je l'ai dit, c'est souvent du sur-mesure, mais on peut quand même ressortir certains éléments importants qui peuvent vous guider lorsque vous essayez d'optimiser énergétiquement un système. Donc, certaines des choses que je dis ne seront pas applicables directement au Raspberry Pi 0, mais le but est que vous soyez capable de les appliquer de manière générale dans le cadre de systèmes embarqués. Et n'oubliez pas une chose, je vais y revenir dans le dernier sous-module de ce module-là, mesurer et valider est toujours incontournable. C'est bien beau de voir dans le datasheet que le fabricant promet telle consommation ou de supposer avec une certaine formule de modélisation que ça va faire ça. Il faut absolument toujours mesurer et valider pour être certain que ce qu'on fait est réellement utile. Que vous soyez débutant ou un expert dans le domaine, il faut toujours faire ces mesures-là. Sinon, vous allez vous tirer dans le pied, vous allez travailler très fort à des choses qui ne donnent rien, voire qui empirent la situation. Donc, dans le prochain sous-module, nous allons nous intéresser aux aspects électriques et matériels de l'optimisation énergétique pour les systèmes embarqués.